Le vin et la vigne, autrefois à Blanzat par le foyer rural. Vous entendrez donc quelques extraits de conversations avec mesdames Chaput, Levré, Boutin, Blanc, et messieurs Gommet, Piquet, Leguet, Brun, Dionnet. L'Auvergne fut une contrée de vignobles pendant des siècles. Il semble qu'à l'époque gallo-romaine, on y consommait du vin provenant de l'Empire. Certains pensent que c'est au Moyen-Âge qu'on planta les premiers ceps en Auvergne, mais les auteurs ne sont pas d'accord. Certains pensent que c'est bien avant. La création du vignoble, quelle qu'en soit l'époque, a amélioré la situation du paysan, car il ne demande ni terre riche, ni matériel, seulement de la peine, beaucoup de peine. Cette culture s'étend alors, car on considère le vin comme un aliment et un médicament. Le bon vin ne purifie-t-il pas et ne réjouit-il pas le cœur de l'homme, comme disaient les latins? Le vignoble s'étend tellement que les rois en interdisent la plantation sur les terres pouvant recevoir d'autres cultures. En vain. La consommation croissante de vin à Paris et ailleurs ne peut qu'accentuer cette extension, comme la création des voies ferrées plus tard. Certains vignerons ne disent-ils pas à cette occasion « Quel bon empereur nous avons » en parlant de Napoléon III. Il nous donne des chemins de fer pour que nous puissions vendre notre vin. Arrive le phylloxéra dans le Midi en 1875. L'Auvergne bénéficie d'un sursis. Le voici en 1892 à Aubière. Quelques années plus tard à Blanzat, au début du siècle sans doute. Le vin du Midi manque. La demande est très forte. Alors, pendant ces 25 ans, on plante de la vigne sur les coteaux les plus abrupts, partout où un cep peut encore venir. Puis c'est le phylloxéra, le mildiou en 1910 et la guerre en 1914. En 1920 déjà, une grande partie du vignoble a disparu. La fameuse année de la comète. Je me rappelle bien, en 1910. Alors on disait que c'était une année qui n'aurait rien, mais en effet ça a été une année... C'est l'année, je crois, où les vignons, ils phylloxéra. Il se pesait, à Blanzat, se pesait beaucoup de vin. Mais on a été ruiné par le phylloxéra d'abord. Vous comprenez? À ce moment-là, toutes les vignes ont été brûlées. C'est vers 1910. Vers 1910, oui. Phylloxéra. Alors on a replanté, après, c'est avant 1910, ça doit être vers 1906 ou 7. Je vais vous dire pourquoi. Parce que à la maison, on avait 35 œuvres de vigne qui ont toutes été perdues, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a greffé de nouveau des maillots pour renouveler les vignes. On a gardé un mois de temps 5 hommes pour greffer. Et alors après, on les plantait. Et puis alors il fallait attendre 3 ans pour avoir une récolte. Parce que le maillot ne donne qu'au bout de 3 ans. Et alors, manque de chance. En 1910, l'année de la comète, nos vignes étaient toutes jeunes, elles avaient 3 ans, à peu près. Ça les a grillées de nouveau. Ça a tout été perdu. Il y a 40 ans, il était difficile de faire un tour de Blanzat sans être invité dans plusieurs caves. Pas pour s'y enivrer. On réservait ça aux Clermontois ou aux Montagnards pour leur montrer qu'il est beaucoup plus difficile de remonter de la cave que d'y descendre. Ah, les caves de Blanzat, avec leurs gros piliers, leurs voûtes taillées dans le tuf. Elles sont les temples de l'âge de la vigne et du vin. Et comme dans tous les temples, on y sacrifiait pas mal. Il fallait d'ailleurs y descendre souvent pour surveiller le vin. Dans une cave, on est bien. L'été, il y fait frais. L'hiver, il y fait doux. On y descendait pour boire, bien sûr, pour discuter avec ses amis. Boire, oui, mais surtout déguster le vin, bu à petites gorgées dans le tassou d'argent
dont on se servait. Un canon de bon vin n'a jamais fait de mal à personne, et puis on tenait le coup. S'ils ignoraient les grands crus, nos vignerons connaissaient bien le vin de Blanza. Ils savaient les défauts et les qualités de chaque terroir, de chaque vigneron du pays, et ils savaient pourquoi à tel moment de l'année, le vin se mettait chez certains à piquer ou à renarder. Les caves tenaient lieu de salle de réunion, et elles avaient un très gros avantage. C'était le domaine des hommes, et les femmes n'y apparaissaient que très rarement. Au moment des élections, surtout des municipales, c'est là qu'on conspirait et qu'on tirait des plans sur la comète. Si les caves de Blanza pouvaient parler. Grand moment, la vendange. Et alors ici, c'était les gros propriétaires, Thomas et Quad, qui commençaient les vendanges. Comme ils avaient beaucoup de vignes pour avoir la main-d'œuvre, n'est-ce pas, pour couper leurs raisins, ils commençaient les premiers. Alors c'est eux qui donnaient le branle pour les vendanges. Et alors les autres passaient qu'après. Quand ils avaient fini, eux passaient après. Mais autrefois, avant alors, moi je me rappelle pas, mais au moment où il y avait beaucoup de vignes à Blanza, il y avait la loue. C'est-à-dire qu'à 5 heures du matin, on sonnait la cloche. Les gens qui voulaient se louer se rassemblaient sous la halle. Alors les gens se réunissaient là, c'était des gens de la montagne qui venaient. Alors ils venaient faire les venges. Ils se réunissaient là, alors on allait chercher 2, 3, 4, 5 personnes, suivant ce qu'il fallait. Et ces gens-là couchaient dans les granges. C'est que fallait travailler chez quoi, fallait pas s'amuser. En patois, ils disaient, me sorte la gros nard. Fallait pas ramasser les graines, fallait pas égrener le raisin. Ah, oui, ils passaient derrière dans les raies, dans les jeunes, il y en avait beaucoup de jeunes. Moi, j'étais pas vieille quand j'allais vendanger. On n'allait pas encore à l'école, on rentrait qu'au mois d'octobre. Alors on allait vendanger, on gagnait pas beaucoup. Et je me souviens que les femmes avaient du fromage et du pain, et les hommes avaient du lard. Et nous, on n'y avait pas droit. Oh. On allait manger la soupe à 6 heures du matin à la maison. Il y avait aussi de bons moments, la fête des vendanges à la Saint-Pardoux. Alors les forains venaient, ils venaient nombreux. Et autrefois, les manèges de chevaux de bois marchaient avec des chevaux. Il y avait la fête, n'est-ce pas, le dimanche de Saint-Pardoux, on faisait la fête. Bon. Puis après, comme c'était les vendanges, ces gens-là restaient et ils louaient leurs chevaux pour camionner la vendange. La fête durait 3 semaines, au moins. Et tous les soirs, les manèges marchaient. Pendant 3 semaines, les manèges. Ah, bien sûr. Mais les parents étaient ruinés à la fin. Ça coûtait un sou. Et puis alors, vous savez, c'était surtout tous ces montagnards qui montaient dessus. Parce que les manèges d'autrefois, fallait venir par là pour en trouver. Il y en avait pas. Ça se déplaçait pas comme aujourd'hui. Alors, allez, le soir, après Mais est-ce que vous pouvez après la journée, là, ils allaient sur les manèges. Est-ce que vous pouvez... C'était la fiesta pour les vendanges. À part, bien sûr, chez les gros. Mais chez les gros, bien sûr, chez machin, ils pouvaient pas faire la fiesta. Il y avait peut-être 40 personnes. Mais tous les autres, pas plus chez Barthélemy que chez n'importe qui, quand on était des fois une quinzaine, à manger, moi je me rappelle, on s'est eu une 10-15 chez nous. Marien Boisset était tout seul, il y avait toujours le père Chaput, le père Gabi Chaput, là. Alors il chantait la tyrolienne. Alors, on faisait la fête et ça durait jusqu'à minuit des fois. Vous avez sans doute entendu parler du bon des vendanges. Qu'est-ce que c'était? Une décision du conseil municipal qui fixait dans chaque commune et par terroir la date du début et de la fin des vendanges. Ceci afin de lutter contre le maraudage. Toute personne surprise dans une vigne avant le bon des vendanges étant alors soupçonnée de vol. Voici un extrait
de la proclamation du ban des vendanges à Blanza du 21 Vendémiaire en 14 de la République, c'est-à-dire en 1806. Aujourd'hui, 21 Vendémiaire en 14, le conseil municipal et les notables assemblés dans la maison ordinaire, il a été exposé que l'époque de faire la vendange s'approche et qu'il est urgent de fixer et de décider. En effet, le 1er octobre 1773, c'était du temps de Louis XV, le garde du seigneur de Tournoël, qui exerçait des droits de justice sur certaines parties de Blanza et de Saya, faisait sa tournée de surveillance habituelle vers Puylaurme, quand il surprend 7 hommes, dont l'un est armé, cueillant des raisins dans les vignes appartenant à des propriétaires de Saya. Qui étaient ces hommes? Des habitants de Blanza conduits, notez bien, par le garde de notre commune. Ce brave garde surveillait bien les vignes de Blanza, mais il piquait allègrement le raisin des habitants de Saya. Ceux-ci furent indemnisés, le préjudice étant estimé à 52 sols. Rien n'y fait. Et 80 ans après, sous Napoléon III, en 1855, le préfet écrit au maire de Blanza qu'il fait appel à l'armée pour placer dans chaque chemin du vignoble de Clermont et de ses environs un sous-officier ou caporal de planton. Ces militaires étaient chargés de recevoir les plaintes des vignerons à ce sujet. Rien de nouveau d'ailleurs aujourd'hui. Pensez aux maraudeurs du samedi et du dimanche que nous voyons se promener sur nos chemins en octobre. Et puis l'alambic. Mais on avait commencé avec une petite qu'on avait louée. On l'avait louée au Petit Pérignat, c'était une machine à feu nu. Et le syndicat en faisait une autre vers le moulin là-bas, au moulin, chez la Lucienne Mazet. Ils étaient installés là. Et l'année après, alors on en a pu faire une neuve. Mais la première année, on a fait Blanza et Saya avec la petite. Puis après, on s'est agrandi. On a été à Châtel-Guyon, on a été Blanza, Malosa, Arnia, on a commencé comme ça. Chanona. Et puis c'est tout. Après, comme on est syndiqué, on avait les... Ah, Clermont, ça comptait. Clermont, ça comptait. On avait 400 clients, Clermont. C'était toute vigne, Clermont. Et pas les maisons, tout ce qu'on démolit là maintenant, jusqu'à Montferrand, c'était tout des vignes, ça. Le Chableux, là, c'était le vrai rigolo, lui. C'était un gars qui allait faire des journées chez les paysans, comme ça, je suis tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre. Il vivait dans un cuvage. Et alors, sa grande saison, c'était la saison de l'agnole. Quand il y avait l'alambic, là, devant la halle, là, la fontaine qui était là, alors là, il en prenait tant qu'il était raide à plus tenir debout. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient, les gars, quand c'était le moment de s'en aller, qu'il était couché là? Ils faisaient un trou dans le marc de raisin, ils le comblaient. Et il passait sa nuit là. Et le lendemain matin... Comme les saucissons. Eh ben oui, mais c'était pour pas qu'il attrape du mal. Là, il risquait rien. Et ben le lendemain matin, il secouait ce marc sur lui, il se levait. Et alors, il attendait la première cuvée, il sorte, pour s'en enfiler un autre canon. Un verre de gnôle, il buvait. Et bien souvent, elle faisait 70 des fois. Quand elle commençait à sortir 80, il buvait ça. À Blanza, à un moment donné, il y a des gars, ils buvaient, vous m'entendez, un pot par jour. Vous savez ce que c'est un pot? Oui. Un pot, c'est 15 litres. Oui. Eh bien, ils buvaient 15 litres. Moi, j'ai vu, des gars, le matin, vous m'entendez, hein, le matin, j'ai vu des gars boire un verre de gnôle. Hein. On vivait presque exclusivement de la vigne à Blanza. C'était la préoccupation essentielle des paysans. Les vignerons aimaient passionnément leur travail. Et quel travail! Les meilleures vignes se trouvaient à flanc de coteau. La pluie
entraînait la terre au fond de la vigne. Il fallait la remonter à dos d'homme dans une hotte. La vigne, un travail difficile, pénible, demandant beaucoup de soins, d'attention, donc beaucoup d'amour, pour un rapport aléatoire à cause des intempéries. Ce qui est toujours vrai d'ailleurs. Tout était organisé par rapport à la vigne, mais surtout la maison du petit vigneron. Il en reste encore quelques-unes à Blanza. Au rez-de-chaussée, le cuvage, avec la cuve pour faire le vin. Creusé dans le roc, la cave pour le conserver. On accédait au premier étage par un escalier donnant sur un balcon, l'estre, et de là, on entrait dans l'habitation. Ces gens travaillaient beaucoup, mais ils étaient généreux. C'était le temps de l'amitié, de la convivialité. Ils en avaient d'autant plus de mérite que la vie était dure et qu'ils vivaient chichement. Ce ne pouvait être qu'exceptionnel. Le grand Dossi, qui visita l'Auvergne il y a 2 siècles, écrivait « L'Auvergnat montre pour le vin un goût, ou plutôt une fureur désordonnée. On dirait que c'est là sa seule passion. Pour lui, nulle fête, nul plaisir sans vin. Si tu te trouves sur les routes, quand il revient des marchés et des foires, de tous côtés, à pied, à cheval, en voiture, tu ne verras que des gens ivres. L'Auvergnat est ivrogne. Le climat lui en conservera toujours le goût, et je crois le vin nécessaire à sa santé. » Et pourtant, dans le même ouvrage, le grand Dossi ajoutait « Le vin d'Auvergne est plat et froid, à cause de la coutume de le laisser longtemps en vidange dans le tonneau, et aussi à cause d'une espèce de raisin à peau très noire qu'on nomme l'Auvergnat. En le laissant longtemps cuver, la matière colorante se dissout, le vin devient épais et foncé, et à la vue, il est dégoûtant. On tient à cette couleur pourtant. Le montagnard, qui vient acheter son vin, a soin d'en répandre quelques gouttes sur sa chemise pour voir si la couleur est aussi foncée qu'il le désire. Il se croirait trompé autrement. Laissons à le grand Dossi la responsabilité de ses affirmations. Cette couleur foncée faisait bien l'affaire des marchands de Paris qui mélangeaient ce vin noir à du vin blanc ou l'allongeaient d'eau. Le vin, c'était la boisson noble, le rouge. Le vin blanc, c'était l'apéritif. On fabriquait d'autres liqueurs à base de vin, le vin de paille, le ratafia, le vin de pêche ou bien d'autres. Certaines femmes excellaient dans ces préparations. Elles avaient toutes leurs secrets d'ailleurs. À la maison, il n'y avait pas d'apéritif. On en buvait rarement au café, les jours de fête seulement. Les femmes buvaient un peu de vin pur ou l'allongeaient d'eau. Par contre, hommes et femmes sacrifiaient à une vieille habitude auvergnate, des vignerons auvergnats. Elles mettaient aussi du vin dans leur soupe. À Blanza, et encore, des jeunes femmes, avec une vieille tradition vigneronne dans leur famille, sacrifient encore à cette coutume. Ce qui les gêne, c'est au restaurant. Les voisins les regardent curieusement. Il y a tout de même quelque chose de bizarre. Si ce vin de Limagne était aussi mauvais, pourquoi se vendait-il aussi bien? Car il se vendait dans la montagne d'Auvergne d'abord, et aussi à Paris. Certains rois de France ne dédaignaient pas le Châteauguay. Bien plus tard, un écrivain nous dit que sur les meilleures tables de Paris, on trouvait du vin d'Auvergne. Enfin, on dit que les moines appréciaient les bonnes choses. Jusqu'à la Révolution, 2 importantes communautés de moines étaient
parmi d'autres implantés à Clermont. D'une part, les moines de Saint-André, qui possédaient un vignoble à Saillat, et même une ferme avec du personnel pour travailler la vigne et faire le vin. Cette ferme, c'est la première maison à droite en entrant dans Saillat lorsqu'on vient de Blanza. D'autre part, la communauté des Cordeliers possédait un vignoble également à Blanza même. Le souvenir nous en est resté sous la forme d'un lieu-dit de notre commune, qui s'appelle justement les Cordeliers, sous Féligonde, à droite de la route de Volvic. Les avis étaient donc partagés, d'autant plus qu'un auteur célèbre a écrit en parlant de notre vin. À peine ai-je senti cette liqueur traîtresse, que de ces vins mêlés j'y reconnus l'adresse. Toutefois, avec l'eau que j'y mets à foison, j'espérais adoucir la force du poison. C'est de Boileau qu'il s'agit. Du grand Boileau, mais son nom y est sûrement pour quelque chose. Sans doute, certains vignerons prenaient-ils plus de soin à fabriquer ce vin que d'autres. Il y avait des années de disette pour le vin. Il y avait aussi des années de surproduction. Elles étaient aussi désastreuses les unes que les autres. D'une récolte à l'autre, le prix du vin pouvait être multiplié ou divisé par 4, ce qui faisait l'affaire des spéculateurs. Les riches de Clermont achetaient beaucoup de vin les bonnes années, les prix étant très bas, et le vendaient 2, 3, 4 ans après, au cours d'une mauvaise année, le prix étant très élevé. Parfois ils étaient roulés. Voici une annonce, parue au début du siècle dernier. À vendre, vin vieux de qualité, mais qui commence un peu à tourner. S'adresser chez Blancheton, rue de la Coifferie, qui n'en délivrera pas moins de 2 pots. Une autre année, le vin ne se vendant pas, et la saison très sèche, on utilise le vin pour faire le mortier à Romagna, ce qui ne devait pas être très fréquent. À la fin du XIXe siècle, une curieuse coutume. Les ouvriers et les bourgeois de Clermont prirent l'habitude de se rendre dans les caves des communes environnantes, déguster le vin. Le vigneron, heureux d'écouler sa récolte, le faisait descendre, et pour 1 heure, dans la cave. Les visiteurs pouvaient boire autant qu'ils le souhaitaient, ou le pouvaient, moyennant quelques sous. C'était boire à la saoulée. Était-ce le cas pour Blanza? Une façon de résorber la surproduction. À toutes ces difficultés de commercialisation s'ajoutait la différence des mesures de capacité d'un lieu à l'autre. Si à Blanza le pot valait 5, soit 15 litres, il en valait 15,5 à Saint-Germain-Lembron, 16 à Châteauguay, 18 à Thiers, 20 à Ambert, 22 à Saint-Anthème. Et les bougnats de Paris, qui demandaient qu'on déduise 1 pinte de vin à leur profit sur chaque pot, en profitant ainsi de ces différences. La pinte, chez nous, c'était 1 litre. Lorsqu'on était 2, on disait « pour ta tsepine » 1 demi-litre à l'aubergiste. À 4, on disait « pour ta pianta » 1 pinte. De quelqu'un qui avait un peu bu, on disait « ah pianta ». Comment était-il acheminé? À Paris par bateau, car l'Allier a été navigable jusqu'au siècle dernier. On fabriquait des bateaux rudimentaires, des sapinières, du côté de la Haute-Loire, de Brassac, pays de sapins. On chargeait le vin et d'autres denrées en traversant la Limagne, notamment à Pont-du-Château, où les quais du port sont encore visibles
et où l'on retrouve la rue des Mariniers et l'impasse de la Marine. Il n'y avait pas de retour pour les embarcations. Elles étaient vendues à Paris pour récupérer le bois. Pour l'amener de chez nous à la montagne, on mettait le vin dans des outres en peau de chèvre. Des chevaux, transportant chacun une boute en peau de bête de 20 pots, faisaient ainsi de nombreuses et joyeuses caravanes. Cette façon de faire étant justifiée par l'état des chemins. Alors, que reste-t-il de l'âge d'or de la vigne? Quelques parcelles, elles s'effacent une à une quand leur exploitant prend de l'âge ou disparaît. Quelques ceps, dont les bras ont traversé par-ci par-là un fourret. Des cabanons, tout bêtes de se retrouver au milieu des friches ou des buissons. Des chemins qui menaient aux vignes ont disparu ou sont impraticables, celui de Biomaux, celui de Chantegrelet, celui de la Muscade, toute une tranche de la vie des Blancs-Atois pendant des siècles. Mais c'est une évolution contre laquelle on ne peut rien. C'est à Blanza qu'il faut aller pour bien rire, ville de joie, du plaisir et de l'entrain, car on y voit des Minois au gai sourire, et deux à deux on fait gaiement le chemin. Le soir à Réa sous la lune, les couples de visent gentiment, les blancs se frôlent auprès des brunes, et ils échangent plus d'un serment. Le gai duo d'amour devient s'aimer toujours, il faut en profiter puisque les jours sont courts. Vive Blanza et vive ces montagnes, Saya Gerza, ces gentils environs. Vive les promenades en campagne, les Auvergnats, leurs gracieux cotillons. On s'y amuse, la vie est facile, des chants joyeux, on y entend le soir, et personne ne se fait de la bile à Blanza, à Blanza, à Blanza. J'ai eu la connaissance d'une jolie blonde dont je devins éperdument amoureux, et loin des yeux, et le soir loin du monde, nous nous aimions, c'est si doux quand on est deux, le cœur grisé par ses caresses, et de ses baisers bien contents, j'adore ma chère maîtresse, avec elle je soupire souvent, avant de nous séparer, il faut encore chanter ce gai et doux refrain pour nous tranquilliser. Vive Blanza et vive ces montagnes, Saya Gerza, ces gentils environs. Vive les promenades en campagne, les Auvergnats, leurs gracieux cotillons. On s'y amuse, la vie est facile, des chants joyeux, on y entend le soir, et personne ne se fait de la bile à Blanza, à Blanza, à Blanza.